Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette 11e étape. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, coureur top, bilan des bleus, flop. Pas de résumé aujourd'hui, mais on parlera quand même bien de la course. Et puis on fera un point sur les différents classements en fin de vidéo. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, vous pouvez également rajouter la petite cloche. On commence tout de suite avec cette étape du jour qui a été quand même animée. Plus animé même que ce à quoi on aurait peut-être pu s'attendre sur certains aspects, et en même temps il y a eu quand même des temps morts dans cette journée. Il y a eu un gros temps mort, moi qui m'a posé problème, on va dire, sur cette étape, sur la note de l'étape. Moi je m'attendais pas ce matin à ce qu'un leader du général gagne. Je vous l'avais dit, je pensais que ça allait mettre du temps à ce que l'échappée sorte. Mais je pensais qu'une fois que l'échappée serait sortie, en gros, on la laisserait partir. C'est-à-dire qu'après, je m'attendais à ce que ça roule pas énormément derrière. Sauf que tu t'aperçois que dans le Colle San Pellegrino, eh bien, on a roulé encore sur un gros tempo. C'est-à-dire que certes, l'échappée part, mais en gros, l'échappée est à une 10, une 15 à ce moment-là du peloton. Et encore, c'est Fortunato qui a une 15 d'avance. En gros, le reste de l'échappée a du mal à dépasser les 40 secondes d'avance. Je pense que c'est ça même qui a tué les chances de l'échappée. Parce que l'échappée prend pas d'avance dans cette montée. Or, moi, je m'attendais à ce qu'au sommet, on soit à 2,30, 3 minutes. Et qu'ensuite, dans la descente, on reprenne encore une 30. Et qu'en gros, au pied des deux dernières difficultés du jour, c'est à 50 bornes de l'arrivée, on est 5 minutes. Je me disais 5 minutes, c'était joué, après c'était bon. Au moins 5 minutes. Là, tu t'aperçois qu'il n'y a vraiment pas d'écart. Parce que vous avez des équipes qui ont roulé. Je pense notamment à Ineos avec l'attaque de Bernal, mais même avant, il y avait... UAE faisait quand même un petit tempo. Je pense que UAE voulait pas qu'il y ait d'attaque. Donc faisait tout pour éviter qu'il y ait des grosses accélérations et de se faire contrer. Mais ce qui a nui forcément à l'échappée. Et autre chose, c'est qu'avec un groupe de 45, tu ne peux pas t'entendre. Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a trop de coureurs qui ont voulu prendre l'échappée et qui ont essayé de sortir dans l'échappée aujourd'hui, et ça ne peut pas le faire. Après, c'est quelque chose que l'on voit régulièrement ces derniers temps. Les coureurs choisissent tellement les étapes où l'échappée peut aller au bout, qu'en gros, tu n'as quasiment plus personne qui part en échappée sur le plat. On retrouve à peu près toujours les mêmes noms. Il y a quand même une étape, l'étape 4, qu'on n'a pas débriefée sur la chaîne, mais je rappelle, il n'y a qu'un seul coureur qui est dans l'échappée sur cette étape 4. Et sur les autres, il n'y avait pas 10 000 coureurs non plus. Potentiellement, des coureurs qui se réservent pour des échappées, il y en a énormément. Et il y en avait encore énormément qui étaient frais aujourd'hui. Et comme tout le monde va être dans l'échappée, bah on part à 40, sauf qu'on sait très bien qu'à 40, ça ne peut pas au bout. Et comme en plus on a mis 1h45 à sortir, à ce que l'échappée sorte, bah, tout le monde a grillé des cartouches, parce que là aujourd'hui on a roulé à 50 à l'heure pendant 1h30. En gros. Donc 50 à l'heure sur autant de kilomètres, forcément tout le monde a grillé des cartouches dans l'échappée, et quand ensuite il faut réussir à en remettre pour essayer de creuser l'écart, c'est compliqué, parce qu'il faut que tout le monde s'entende. Et là, on voyait bien que tout le monde ne s'entendait pas. Il n'y a jamais eu vraiment d'entente dans ce groupe de 40 qui est devenu un groupe de 35. Et en gros, c'est des individualités qui sont sorties derrière. Mais l'échappée, elle commence à prendre de l'avance quand ? À 85 km de l'arrivée, elle commence véritablement à prendre de l'avance. Avec 85 km de l'arrivée, c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'en gros, elle a eu 1 heure, même pas 1 heure, pour essayer d'avoir de l'avance, quoi. En 1 heure, elle a pris 1 minute 30, 1 minute 45. En gros, l'écart maximum, ça a été 2,45 aujourd'hui. Mais en gros, on n'a pas réussi à prendre plus qu'une 32 minutes sur cette heure-là. Et après, derrière, bah,
d'autres coureurs, d'autres équipes ont continué à espérer potentiellement aller jouer la victoire ou aller jouer quelque chose, et c'est ce qui a tué ce groupe. Mais c'est dommage parce qu'on avait en plus des bons gaillards à l'avant, ça aurait fait quand même une échappée où on aurait eu des choses à dire sur le coureur qui s'imposait, que ça soit Luc Plapp, Wout Poels, Quintana, même Fortunato, on aurait eu Pello Bilbao, on aurait eu des choses à dire sur tous ces coureurs-là. Ça aurait été bien, même pour la vidéo du jour. Mais derrière, oui, c'est... Enfin, le problème, c'est que tu as 50 coureurs qui veulent partir dans l'échappée, 60 coureurs qui veulent prendre l'échappée, et qu'aujourd'hui, on le voit à plusieurs reprises. Hein. On dit, bon, il y a peu d'échappées qui vont au bout. Ouais, mais en même temps, tu as 60 mecs qui veulent aller dans l'échappée. Le peloton va pas laisser autant de mecs partir, et comme il y a 60 mecs, en gros aujourd'hui sur les 22 équipes au départ, tu avais 16 ou 17 équipes qui étaient intéressées par l'échappée. Bah oui, ce qui veut dire qu'en gros il y a toujours une équipe qui roule parce qu'il y a toujours une équipe qui n'est pas dans l'échappée, donc ça ne débranche pas, ça n'arrive pas à sortir, et c'est ce qui fait que les échappées ont parfois autant de mal à se former. Des fois tu te dis que s'il y a certains coureurs qu'au lieu d'aller dans ces étapes-là, où ils ont en plus très peu de chances de s'imposer, ils essayaient plutôt de prendre des échappées sur les étapes de plat, et pas seulement en troisième semaine, et bien il y aurait peut-être plus d'échappées qui arriveraient à surprendre le peloton des sprinters. Mais bon, ça serait dans un cyclisme parfait aujourd'hui. Mais on aura la même chose sur le prochain Tour de France. Je pense qu'il y a des étapes où tu auras 40 mecs qui essayent de sortir et ça sortira jamais. Et en gros, c'est un leader du général qui s'imposera. Parce que aujourd'hui, UAE n'a pas forcément fait un énorme tempo. Ineos l'a fait, mais pendant que 5-6 km. EF l'a fait pendant 5-6 km. Bon, Lidl l'a fait un peu plus longtemps. Mais en gros, c'est les équipes qui voulaient prendre l'échappée qui ont fait le tempo jusqu'au pied du San Pellegrino, quoi. C'est parti à peine au pied du San Pellegrino, et le problème, c'est que c'est jamais vraiment parti du côté de cette étape. C'est dommage, mais bon, ça fait partie aussi du cyclisme. Hein, toutes les échappées peuvent pas aller au bout. Et puis bon, c'est quand même un coureur en solitaire qui s'est imposé au final, qui est sorti mais dans le final, mais oui, pour qu'une échappée de Baroudeur aille au bout, il y a un moment, quand tu mets déjà 1h30 à sortir sur une étape qui n'est pas non plus de 220 bornes, il y a un moment, tu n'as pas de miracle. L'étape aujourd'hui faisait 4h30 de course, ça met plus d'1h30 à sortir. Bon, voilà, il n'y a pas de miracle au bout d'un moment. L'échappée elle est reprise à un quart d'heure de la fin, 20 minutes de la fin. Donc ouais, il aurait fallu que cette échappée mette moins de temps à sortir. Ça lui aurait peut-être permis d'aller au bout, mais pour ça, il aurait fallu que ça se déroule différemment. Voilà, du côté de cette étape. Note de la journée. J'ai mis 13 sur 20. Certains vont dire que c'est très faible par rapport à ce qu'ils ont aimé sur cette étape. Je suis totalement d'accord. C'est très faible. Moi, j'ai eu du mal à rentrer dans cette étape. Je suis jamais véritablement rentré dans cette journée en tant que spectateur. Et pourtant, là aujourd'hui, ça ne saccadait pas sur HBO Max. Ça faisait depuis quelques jours que ça avait tendance à saccader. Moi, j'ai eu juste une coupure, mais c'est ma télé qui elle est loin de la Livebox. Donc la Wi-Fi a parfois du mal à passer. Donc des fois, il y a des petites coupures impromptues. Mais j'ai regardé sur l'ordinateur aussi pendant très tôt, au final. Parce que j'ai juste raté les 20 premiers kilomètres, parce que je me disais que ça allait pas sortir au bout de 20 bornes, et j'ai eu du mal à rentrer dans l'étape. Je pense que la descente m'a vraiment refait ressortir de la course. Je trouve qu'il s'est vraiment rien passé entre le sommet du San Pellegrino en gros et quand Lidl accélère, il se passe rien. Il n'y a pas vraiment de coup tactique non plus à ce moment-là. Et ensuite j'ai pris du plaisir sur les 10 derniers kilomètres avec l'accélération de la EF et Carapace qui résiste jusqu'au bout, mais ouais, il y a eu trop de temps mort, je trouve, dans cette journée. C'est peut-être moi qui a juste pas aimé l'étape. Mais ouais, je mets un 13 parce qu'il s'est passé des choses. Mais j'ai pas pris tant de plaisir que ça à regarder cette journée. Pourtant, j'aurais dû prendre du plaisir. C'était pas le scénario attendu. Il y a eu du suspense pour la victoire d'étape.
Il y a des choses inattendues qui se sont produites, mais ouais, je sais pas. Il m'a manqué quelque chose aujourd'hui pour que je prenne plus de plaisir dans cette journée. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, pas fantastique. Hein, bilan des Bleus, donc soit les Français ou soit les étrangers dans les équipes françaises. Pas une très grande journée aujourd'hui du côté des Bleus. On pourra quand même saluer la performance de Rémi Rochas, qui finit dans le groupe des favoris aujourd'hui. Et pourtant, il n'est pas parti dans une échappée, donc vraiment à la régulière. Rémi Rochas a réussi cette performance, donc ça c'est plutôt satisfaisant pour lui. On a Decathlon a tenté de prendre l'échappée, mais ils avaient Dries de Bondt et Dries de Bondt a quasiment jamais fait partie de l'échappée puisqu'il a explosé très vite. Oui, on a eu du mal du côté des équipes françaises à entrer dans l'échappée. Il y a eu Oldani du côté de la Cofidis qui a fait plutôt une belle étape, mais vu comment ça roulait dans le San Pellegrino, il fallait être très costaud aujourd'hui. Peut-être que Romain Bardet aura des regrets aujourd'hui de pas avoir pris l'échappée, parce que je pense qu'il aurait pu... soit il n'avait pas les bonnes jambes, Romain Bardet, mais un Romain Bardet en temps normal aurait pu être avec Quintana, avec Woodpulse, avec ces mecs-là. Mais ça roulait fort quand même sur les 2 premières heures de course et ça a peut-être tué les ambitions de Romain Bardet. Ouais, donc Rochas bien. Prodhomme qui finit dans un deuxième groupe, mais qui était plutôt bien positionné aussi. Par contre, pour le reste, il y a Oldani qui finit également 25e aujourd'hui de l'étape. Sinon, pour le reste, ça a été compliqué. Romain Bardet finit à 4 minutes 42, bon, avec Kelderman, avec Honoré, pas très loin de Fortunato. Mais il n'a jamais été en mesure d'aller prendre véritablement l'échappée, donc dommage du côté de Romain Bardet. Bon, après, tu vois que l'échappée va pas au bout, donc il a peut-être bien fait de ne pas vouloir aller chercher l'étape. Ce qui est dommage du côté de la pique-nique post-Enel, du côté de cette formation, c'est que Max Poul a perdu un petit peu de temps, il finit dans le groupe Oldani. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est quand même surprenant. Il n'y avait que Van Duden qui était dans la bonne échappée au final, du côté de la pique-nique. Van Duden qui a fini dans les temps aujourd'hui au niveau des délais. Oui, hier en parlant des délais, j'ai raconté des grosses conneries. On me l'a rappelé dans les commentaires, mais je me suis emmêlé les pinceaux avec les mathématiques. Oui, un tiers de 30 minutes, c'est 10 minutes. En plus, c'est plutôt facile, c'est pas très compliqué. Et du côté de Rubio, je parlais de tranches de 10 km. Et voilà, c'était 1 minute par tranche de 10 km, ce qui est plutôt son ratio est plutôt supérieur à ça normalement à Rubio sur les chronos. C'est pour ça qu'il faisait plutôt un bon chrono, parce qu'il était plutôt sur un ratio comme Fortunato, où c'est plutôt une 30 par tranche de 10 km. Donc c'était plutôt là-dessus. Voilà, là aussi je me suis bien emmêlé les pinceaux hier. Mais oui, du côté des Bleus, la mauvaise nouvelle, c'est David Gaudu. Ça veut pas, cette année, David Gaudu, c'est une année sur 2 du côté de David Gaudu. Pas dedans. Aujourd'hui, il finit avec les sprinters. Ouais, pas en forme. Pas en forme, là. Je crois qu'il faut pas se leurrer, c'est pas que la main. Il y a une méforme du côté de David Gaudu. Après, la préparation n'a pas été facile, avec 3 chutes pendant la préparation. Moi, ce que j'ai bien aimé, par contre, du côté de David Gaudu, c'est qu'il s'est pas caché sur ses chutes. Parce que quand on lui a dit en interview, c'est de la malchance, il a dit non, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs. Dans mes chutes, notamment à Tirreno, et c'est pas que de la malchance, en gros, j'ai fait aussi des erreurs, j'ai ma part de responsabilité dans ces chutes. J'ai bien aimé parce que souvent David Gaudu, il avait tendance à se cacher. Il avait du mal à prendre ses responsabilités, et je trouve qu'il a gagné en maturité là-dessus, du côté de David Gaudu. Et vous savez que je suis pas un des plus gros fans de David Gaudu, enfin j'ai surtout beaucoup de mal avec la communauté autour de David Gaudu. La communauté de ses supporters qui je trouve parfois est insupportable. Et
il a une part de responsabilité là-dedans, dans la manière dont il a communiqué sur certains sujets du côté de David Gaudu. Non, là je pense que juste les jambes sont pas bonnes. Hein. Là aujourd'hui, il est lâché quasiment d'entrée, il a jamais été dans le bon tempo, dans le bon rythme. Il n'a pas réussi à se mettre dedans, comme moi, du côté de cette étape, mais les conséquences ont été différentes pour lui. Et non, c'est une journée qui a été difficile, voilà, hein, pour David Gaudu, pas dedans. Et comme on n'avait pas beaucoup de chance pour un bon classement, Bardet c'est mort, Gaudu c'est mort, donc on sait déjà que pour le classement général, ça risque d'être compliqué, surtout que Rochas, c'est dommage, mais il est assez loin, il est 36 pour le moment, Rémi Rochas. On ira voir les sprints, hein, parce qu'on a encore Milan Fretin, Paul Magnier. Sam Bennett, donc on a encore des choses à espérer, mais du côté du classement général, là, on va pas faire un faux suspense, hein, du côté des équipes françaises, il n'y a plus rien à espérer. Peut-être quand même de maillot blanc, du côté des jeunes de Arkea, qui sont peut-être encore dans le top 10, ouais, pour un, parce que Toyota a perdu des places aujourd'hui, mais voilà, sinon il n'y a pas grand-chose d'autre à espérer. Du côté des Bleus, du côté de cette journée. Donc voilà, petite déception du côté de David Gaudu, mais après, bon, la préparation a été difficile, on s'attendait pas forcément à des miracles, en sachant que le dernier coureur aujourd'hui, eh bien, c'était Paul Magnier, qui a fini avec Joseph Cerny à 28 minutes 50. Voilà, donc sur une étape en 4,35. Donc il a fini dans les délais, Paul Magnier. Voilà, 28,50, c'est dans les délais. Il n'y a pas beaucoup de temps de marche que ça du côté des délais. Mais voilà, il a fini dans les délais, Paul Magnier. Je pense que les délais, ils sont encore faux sur Pro Cycling Stats. C'est le vrai problème de Pro Cycling Stats, c'est les délais qui sont indiqués souvent ne sont pas les bons. Parce que c'est là, ils me calculent des délais à 13%. C'était que 13% aujourd'hui. Au niveau de l'étape, je pense que c'était un peu plus que 13%. Parce que c'était quand même une étape je crois qu'elle était 4 étoiles, je crois, sur le Giro, sur 5. Donc ça devait être un peu plus que ça, au niveau des délais. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! On regarde tout de suite les coureurs au top de cette étape numéro 11. Et je commence par le vainqueur du jour, Richard Carapaz. 4e victoire d'étape déjà sur le Tour d'Italie du côté de Richard Carapaz, qui l'a remporté en 2019. Ce qui fait déjà 6 ans du côté de Richard Carapaz. Et puis il a gagné également sur le Tour d'Espagne et le Tour de France, hein. Richard Carapaz, il fait partie de ceux qui ont gagné sur les 3 grands tours. Ce qui est impressionnant avec Richard Carapaz, je trouve, c'est que c'est un coureur qui ose. C'est quand même un coureur qui a toujours osé anticiper dans sa carrière. C'est comme ça qu'il remporte le Giro 2019. C'est comme ça qu'il remporte également les Jeux Olympiques. Mais c'est un coureur qui a souvent attaqué et anticipé. C'est comme ça qu'il a réussi souvent à remporter des courses, parce que c'est un mec qui ose. Je dis souvent dans le cyclisme moderne, le problème actuellement, c'est qu'on a beaucoup de coureurs qui ne veulent tellement pas perdre qu'ils oublient que parfois pour gagner, eh bien, il faut oser tout perdre. Carapaz, lui, il s'en branle. Il y va, il attaque. Ça marche pas. Je dirais que c'est pas son problème à Richard Carapaz. Au moins, il aura tenté. Et aujourd'hui, ils ont été très intelligents chez EF. Parce que en gros, ils sont que 2 devant Carapaz. Notamment Steinhauser. Et ils se sont complètement servis du travail de la Q36, du travail de la Lidl, pendant 25-30 bornes. Et en gros, ils ont commencé à rouler à 3 km du pied de la dernière difficulté. Ils n'ont pas roulé avant. Ce qui est extraordinaire par contre, c'est que ni Ciccone ni Pidcock n'aient pris la route Carapaz à ce moment-là. Parce que tu vois Steinhauser rouler, tu vois que ça roule fort. Ça roule très fort quand même dans ce groupe-là du côté de la EF. Bon, normalement, en gros, derrière, tu dois te dire, il va attaquer Carapaz. Là, il va accélérer, il va mettre une minace Carapaz. Personne réagit. Personne réagit, et c'était pas à UAE de rouler. Parce que UAE, aujourd'hui, leur objectif, c'était que l'étape se déroule. Mais en gros, Carapaz, il n'était pas hyper dangereux au général, il était à 2 minutes.
plus de 2 minutes. Donc c'était pas un réel gros danger, en gros, qui s'impose aujourd'hui. Le problème, c'est que Ciccone, il fait rouler Pedersen, il fait rouler Conrad. Au final, il suit pas la route Carapace. Pidcock, pareil, on fait rouler un peu des éléments. Et on prend pas la route Carapace. Ces deux coureurs-là font l'erreur. Et après, Carapace, tu laisses 20 secondes, 30 secondes, c'est mort. En 10 km, il va pas se faire attraper. Et c'est vrai que c'est un coureur qui a beaucoup de puissance. Je dirais plus que de punch, c'est un coureur qui est quand même très puissant, Carapace. Et là, il a montré toute sa puissance, mais c'est pas la première fois qu'il le fait. En plus, c'est-à-dire qu'on le sait, Carapace, comment il marche, comment il court, sa manière de faire. C'est incroyable que ça ait marché aussi bien aujourd'hui que personne n'ait décidé de prendre la roue. Parce que l'attaque est puissante, certes, mais on a vu d'autres mecs faire des attaques tranchantes. Alors moi, j'ai quand même eu l'impression que sur toute cette étape, de toute manière, Ayuso, Roglic, on s'est bien regardé en chien de faïence aujourd'hui. Et ça a failli leur coûter du temps à un moment dans le centre Pellegrino. Par contre, Ciccone et Pidcock, ils doivent être dans la roue. Et là, pour moi, ils font une énorme erreur. C'est pas à Del Toro d'attaquer sur cette étape-là. C'est à Ciccone, c'est à Pidcock. Et là, je pense qu'ils ont fait une grosse erreur aujourd'hui, ces deux coureurs-là. Carapaz a su en profiter, mais il faut souligner également le fait que EF a été très bon tactiquement dans l'accélération, qu'ils aient su utiliser parfaitement leur équipe pour amener et catapulter Carapaz. Et après Carapaz, encore une fois, il faut pas lui laisser 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Hein. C'est un mec où tu sais que quand il est à l'avant, il va pas se retourner, enfin il va pas s'arrêter tout de suite quoi. Il va continuer son effort. Et oui, encore une nouvelle victoire de Carapaz. C'est la combienième même dans sa carrière. C'est la 24e. Alors dans les 24, il y a quand même un Giro, un titre de champion olympique, un Tour de Suisse, 4 étapes sur le Tour d'Italie, 3 étapes sur le Tour d'Espagne. Dans la même édition du Tour d'Espagne, il faut le rappeler, plus une étape sur le Tour de France. Des classements de la montagne à la fois sur le Tour de France et sur le Tour d'Espagne. La Mercantour classique, pas la plus belle course de l'année, mais quand tu regardes, il a quand même des belles victoires, des beaux résultats sur les grosses courses, quoi. Pour un mec qui, dans ses jeunes années, n'était pas forcément un crack, Carapaz. Il faut saluer Movistar qui avait bien fait de le recruter. C'est le premier talent qui venait de la Lizarte. C'est la fameuse équipe de formation désormais de la Cairn Pharma, qui est en fait la structure de la Cairn Pharma. Il a été repéré à la Lizarte. Ensuite, il est arrivé très vite à la Movistar. Et puis après, la Movistar, ça s'est très bien passé. Il remporte le Giro 2019. Et ensuite, il part chez Ineos parce qu'il n'avait pas de place de leader. À ce moment-là, il y avait Landa. Je crois qu'Henrik Mas, il arrive l'année d'après. Un truc comme ça, enfin, il voyait bien qu'on ne croyait pas vraiment sur lui, et que il y avait Valverde aussi, il fallait faire, à ce moment-là, il fallait faire avec Valverde et avec Landa, et en gros, il a compris qu'il y aurait toujours Valverde qui serait dans le cœur des dirigeants de la Movistar, qu'il n'arriverait jamais à prendre réellement cette place de leader. Et donc il avait décidé de partir, surtout qu'Ineos lui faisait un pont d'or. Chez Ineos, ça s'est plutôt bien passé parce que il a eu des résultats, même s'il avait tendance plutôt à être un coureur offensif et pas forcément réussir à aller chercher des grosses places du côté du général. Dernière année chez Ineos en 2022, on se souvient du Tour d'Espagne qui part des Pays-Bas où il s'engueule avec la direction sportive à travers la voiture. Et il perd beaucoup de temps en début de course parce qu'ensuite c'était certainement l'un des meilleurs grimpeurs de cette édition. Tour de France 2024, il fait également des très très belles choses. Et surtout, ce qui est intéressant avec Carapaz, c'est quand on regarde, à part l'année 2023 où il tombe sur le Tour de France, où il a un début de saison qui n'est pas exceptionnel, il arrive toujours à être présent chaque année. Chaque année, il arrive à obtenir des résultats. Il a une régularité depuis 2018, qui est quand même assez dingue. Et il tient quand même dans le temps, aussi à ce niveau-là. Il y a peu de coureurs qui, depuis 2018, sont encore là au haut niveau.
et à un très très bon niveau et régulièrement. Il y a quand même il y a Pogacar, c'était l'année d'après. Vingegaard, c'était encore après. Il y a les Yates, mais qui ont quand même eu parfois des coups de moins bien. Mais il y a peu de coureurs qui, à ce niveau-là, arrivent à être régulièrement aux avant-postes depuis 2018. Donc, il faut saluer aussi la longévité de Richard Carapaz. On poursuit du côté des coureurs top de cette étape. Del Toro. Je trouve que d'une étape où il n'y avait pas vraiment d'objectif aujourd'hui de gagner du temps du côté de la UAE. Ils ont fait un tempo, mais au final ils ont assez peu roulé. Ils ont roulé surtout dans la descente et pas un énorme rythme. C'était vraiment pour éviter les attaques. Dans la montée, ils faisaient un tempo, mais Ineos a beaucoup roulé aussi. D'autres formations ont beaucoup travaillé. Je trouve que du côté de la UAE, on a consommé certes un peu d'énergie, mais pas tant que ça. Quand tu vois ce qu'a fait Lidl, quand tu vois ce qu'a fait Q36, eux, ils n'ont pas consommé beaucoup d'énergie. Maïka a encore fait une étape. Maïka, ça fait quand même depuis 2 ans qu'il a un niveau, il a retrouvé quand même un niveau de dingue, Maïka. Enfin, il avait eu un petit coup de moins bien, mais alors là, ça fait depuis 2 ans où il fait quand même 2 Giro vraiment de haut niveau. Et puis en plus, même sur la fin, on arrive à prendre des secondes de bonification. Moi, je dirais que c'est quand même une journée extrêmement réussie du côté de Del Toro. Déjà parce que il a montré que sur une étape de 3800 mètres, ça passait encore du côté de Del Toro. Maintenant, la question est de voir si ça va tenir en 3e semaine. Mais quand Jackie Durand dit c'est sûr que ça va pas le faire en 3e semaine, que ça va pas tenir 3 semaines, il avait très bien fini son Tour de l'Avenir quand il le gagne. C'est sur la fin qu'il gagne son Tour de l'Avenir face à Recitello. C'est sur la fin où il reprend du temps à Recitello. Donc je serais pas si affirmatif que ça maintenant en 3e semaine. Il a un niveau de dingue. Là vraiment il a un très très bon niveau. Il y a une vraie progression par rapport à l'an dernier, même plus que Morgado par exemple. Du côté de Del Toro, et surtout pour le moment ça tient quoi. Ça tient, et puis il est quand même intelligent, je trouve, dans sa manière de courir, et surtout il ose quand même un peu plus. Il essaye de saisir les opportunités. Là on l'a vu, quand il attaque, il essaye de saisir l'opportunité. Dans le final, il prend les secondes de bonification. Il avait déjà pris les secondes de bonification avec Van Aert aussi dans le kilomètre Red Bull. Non, il est, je trouve, très intelligent dans sa manière de courir, Del Toro. Et pour l'instant, il fait une très belle course. Alors, il va falloir voir comment ça va tenir. C'est quand même... Je reste dans l'idée que ça reste quand même un peu un problème pour UAE, parce que Ayuso, c'est quand même un coureur qui veut être qualif à la place du qualif. Le fait que Del Toro soit maillot rose, à un moment, ça va lui poser problème. À Ayuso, ça va lui poser un problème. C'est pas Roglic, c'est pas Vingegaard quand ils sont sur la Vuelta avec Sepp Kuss. Et je rappelle qu'à ce moment-là, ils avaient déjà gagné un grand tour. Ayuso, il n'a pas encore gagné de grand tour. Et oui, il a besoin d'une victoire sur un grand tour pour montrer que c'est le crack qu'il prétend être, Ayuso. Sauf que Del Toro, avec ce maillot rose, ça va être un problème. Parce que, bon, là, on va se dire, il y a encore beaucoup de courses. Ok, d'accord. Mais si mercredi prochain ou jeudi prochain, Del Toro est toujours en rose, avec toujours à peu près le même écart, on va commencer à passer des consignes. On commencera à passer des consignes chez UAE, je pense. Et c'est là où il va falloir voir comment Ayuso est en capacité de réagir, mais il va falloir de toute manière qu'il attaque, hein. Parce que là, dans la situation actuelle, avec 25 secondes, Del Toro, si on ne l'attaque pas sévèrement, il ne va pas se passer grand-chose. Sauf qu'il ne peut pas attaquer techniquement un équipier non plus, Ayuso. Donc il est dans une situation qui n'est pas évidente. Et de l'autre côté, Roglic, il se concentre énormément sur Roglic en plus, alors que j'ai l'impression que Roglic n'est pas exceptionnel pour le moment. Là, ça serait peut-être bien anticipé du côté d'Ayuso. Il ne l'a pas essayé aujourd'hui.
Bon, bah là, jusqu'à dimanche, c'est mort. Dimanche, faudra voir. Le parcours est pas parfait dimanche. Mais oui, si jeudi prochain, on est toujours dans la même situation, je pense qu'Ayuso, je sais pas si on va l'autoriser à attaquer. Il faudra voir comment il réagit, le coureur espagnol. Mais Del Toro, pour moi, oui, il a passé une belle journée et UAE, sans vraiment énormément bosser, c'était pas mal. Et puis Bernal, j'ai bien aimé son attaque dans le final à Bernal, parce qu'il était quand même tombé hier dans le chrono. J'ai vu la chute ce matin, c'est pas une petite chute, hein, quand même, qui s'est pris Bernal. Il tombe quand même à bonne vitesse, tu vois, il glisse pendant 2-3 secondes. Donc c'est pas une petite chute qui s'est pris. Egan Bernal dans un virage, hein, il a glissé. Et là, je me suis dit, ce matin, quand j'ai vu ça, enfin en début d'après-midi plutôt, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas top ça pour Egan Bernal. Et va falloir voir comment il a récupéré, comment il arrive à remettre en route aujourd'hui. Non, il a des bonnes jambes. Donc hier, si tu regardes, en plus la chute, il met un petit peu de temps à monter sur le vélo. Donc il a peut-être bien perdu aussi, lui, 30-35 secondes. Oui, bah avec 35 secondes en moins, en fait, il aurait fait un très bon temps sous la pluie. Egan Bernal. Donc c'était plutôt une belle performance qu'il était en train de réaliser. Donc ça veut dire que les jambes sont là. Là, l'accélération, elle est pas mal parce qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à suivre tout de suite dans la roue de Egan Bernal. Et puis du côté d'Ineos, ce qui est une bonne satisfaction, c'est qu'Arensman est toujours là. Et comme Arensman a fait un très bon contre-la-montre, eh bien on a toujours deux coureurs qui sont en capacité de faire un résultat sur ce Tour d'Italie. Ce qui était loin d'être quand même hyper prévisible en début de course. Parce que Arensman, bon, n'a pas forcément eu des grands résultats depuis le début de saison. Et Egan Bernal, on ne savait pas trop s'il allait durer dans le temps. Alors c'est toujours l'interrogation avec Egan Bernal, mais j'ai l'impression quand même qu'il est mieux préparé que les années précédentes. J'ai l'impression qu'il est plus préparé et il y a vraiment une réflexion autour de comment faire pour être performant sur un grand tour. Et du côté d'Arensman, lui aussi, il mûrit un peu en termes d'âge, donc il va techniquement progresser. Donc c'est un coureur qui peut être dangereux. Dans un Giro, il n'y a pas forcément une si grosse densité que ça du côté des leaders. Ça peut être intéressant, mais Ineos, il va falloir les suivre quand même, parce que Bernal, là, il fait encore le sprint dans le final. Donc non, je trouve qu'ils ont changé leur manière de courir, et ça c'est très intéressant. Allez, on regarde les bonnets d'âne du jour. Du côté des bonnets d'âne, je viens de m'apercevoir que j'ai enregistré toute la partie coureur au top avec le classement sur le côté. C'est une erreur de ma part, hein, voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est une erreur de ma part, une petite erreur de montage, enfin d'enregistrement, là même plus que de montage. Mais bon, je ne vais pas réenregistrer une deuxième fois la même chose. Du côté des bonnets d'âne, on commence déjà pour moi avec la Lidl Trek. Je vous l'avais dit lors de l'étape numéro 1, quand tu mets comme ça à rouler, tu ne peux pas te planter, tu dois gagner. Je vous l'avais dit lors de la première étape de ce Giro, j'avais dit, bon, quand tu roules autant comme ça, tu ne peux pas te planter. Surtout quand on met à ton service Ciccone. Mais l'inverse, ça marche aussi. Quand on met à ton service Pedersen, Conrad, qu'on fait un tel train à partir de 45 bornes de l'arrivée, qu'on récupère quand même quasiment 2 minutes 20, avec un peu d'aide de la Q36, mais pas tant que ça, faut faire un résultat aujourd'hui. Or, tu perds du temps sur le maillot rose, et tu gagnes pas l'étape. Donc pour moi, c'est un échec du côté de la Trek. Pour moi, c'est un échec parce qu'on a mis beaucoup d'énergie aujourd'hui. Ce qui va peut-être manquer à Pedersen demain pour le sprint. Parce qu'au bout d'un moment, les jambes lourdes, il fait des efforts, mais à un moment, ça va se payer aussi, du côté de Mats Pedersen. Et du côté de la Trek, Ciccone, fallait qu'il gagne. Mais j'ai pas compris leur stratégie du côté de la Trek, déjà. Parce que je me suis dit, le final est pas hyper dur. On arrive sur du plat, enfin sur du faux plat montant, mais c'était quand même pas des si gros pourcentages que ça. Il y avait quand même 5 km après la montée. Je me suis dit, je sais pas si Ciccone c'est forcément la bonne carte. Je pense que c'était pareil chez Eurosport parce qu'ils pensaient à un moment qu'il y avait Vacek.
qui était dans le groupe, parce que c'est vrai que ça aurait peut-être été l'étape parfaite pour Vacek, pour s'imposer. Sauf que Vacek était plus là. Et je me dis déjà, au départ je me dis, il roule pour Pedersen, parce que peut-être qu'il a vraiment des super jambes et Pedersen peut peut-être aller au bout. Non, on voit que Pedersen fait 20 km, 25 km devant, donc on se dit, bon, on roule pour Ciccone. Sauf que Ciccone, fallait qu'il attaque à un moment. Et j'ai l'impression que Ciccone n'a jamais eu les jambes pour attaquer. Peut-être que Pedersen a fait un tel tempo qu'en fait il s'est mis un peu dans le rouge sur le plat. Mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais été en mesure de changer de rythme, qu'il était même un peu limite dans la bosse. Dans la dernière bosse, là où Carapaz accélère, il y a un moment quand Del Toro met une minace, je trouve qu'il n'est pas forcément hyper bien et physiquement, je trouve que l'allure est pas exceptionnelle. Et ça aide une situation où tu roules, où tu mets beaucoup d'énergie, mais où tu reprends, allez, comme Carapaz aujourd'hui, si tu reprends 10-15 secondes, je dirais que la journée est plutôt rentable, bah là, tu as mis beaucoup d'énergie dans la dernière heure de course, pour au final pas grand-chose. Donc pour moi, oui, c'est un échec, c'est un mauvais résultat du côté de Mats Pedersen. Donc pour moi, c'est une déception aujourd'hui, du côté de Ciccone. Pour moi, c'est donc une déception parce que Pedersen aujourd'hui, il a mis beaucoup d'énergie. S'il lui en manque demain, après-demain, voilà, sur les différentes étapes pour les sprinters, eh ben, ils vont peut-être le regretter du côté de la Lidl Trek. Max Poole, ouais, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel aujourd'hui. Max Poole, il perd une 20. Dans l'objectif d'aller chercher un top 15, c'est pas forcément l'idéal parce qu'il y a encore pas mal de monde devant lui. Alors autant hier, je l'avais trouvé très bon, Max Poole, on en avait parlé, bon, il était parti au beau moment, mais j'avais trouvé qu'il avait fait un très bon chrono. Autant aujourd'hui, pour moi, l'étape pouvait lui convenir dans le final, avec des bosses qui n'étaient pas hyper pentus. On sait que c'est un coureur qui a un peu de punch, alors c'est pas Oscar Only, mais quand même, il a un peu de punch, donc je me disais, vu que là, on aurait potentiellement un peloton complet, je me disais, ça pouvait le faire. Mais je trouve que ouais, il a eu du mal, isolé un peu aussi, hein, parce qu'il y avait quand même pas mal de mecs qui avaient lâché du côté de son équipe. Ce qui est quand même marrant, c'est de voir encore une fois que dans l'échappée, c'était Van Uden qui était là et pas d'autres, et pas un Chris Hamilton qui était dans l'échappée devant dans première catégorie. Et du côté de la pique-nique, c'est pas forcément une super nouvelle. Encore une fois avec les points UCI. La vidéo a été enregistrée, mais je ne l'ai pas encore montée. Voilà, du côté des points UCI, mais ça sera monté peut-être demain. Voilà, donc il y aura les points UCI qui seront montés. Et du côté de Max Poole, oui, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est pas forcément super pour lui. Et surtout, il perd un petit peu de temps par rapport à certains adversaires directs. Il est 21e. En gros, le temps qu'il a perdu sur l'Estrade Bianche, lui reste sur l'étape d'Estrade Bianche, lui reste encore bien dans les jambes là. Et il a quand même une 30 de retard sur un Rubio qui est 18e. Sur un Rensman qui est 10e, là il y a 3 minutes. Donc c'est déjà un gros écart. Pour un coureur qui veut remonter un petit peu au classement, là aujourd'hui ça a été un petit peu compliqué et ça ferait du bien à la pique-nique, une 12e ou une 11e place, ça ferait beaucoup de bien à la pique-nique parce que pour le moment c'est compliqué et malgré le fait qu'ils ont gagné une étape sur ce Tour d'Italie, ils ont quand même été distancés par la Astana du côté des ponts UCI, donc ça c'est pas une bonne nouvelle. Et puis je termine avec Pidcock. Alors déjà du côté de la Q36, je pense qu'on n'était pas obligé de rouler pour Pidcock pour épauler Pedersen. Je pense que c'était pas forcément l'idée du siècle, voilà, du côté de cette formation. Et je trouve que Pidcock qui est pas exceptionnel. Déjà hier le chrono, il est encore assez loin quand même sur un chrono comme celui-là. Il aurait dû être devant quand même certains coureurs parce que chrono sous la pluie, normalement il doit être plus à l'aise que certains de ses adversaires dans ces conditions-là. Avec ses courses en VTT et le cyclocross. Donc normalement il aurait dû un peu mieux s'en sortir, surtout qu'il partait quand même assez tôt. Pidcock, il partait pas dans les tout derniers du côté du Britannique. Et là, celui qui est le plus en difficulté dans cette montée de San Pellegrino quand Bernal accélère, c'est Pidcock. Il est très loin à un moment Pidcock. Et c'est même dommage que
On n'est pas à essayer d'accélérer le coup pour enterrer l'ancien de la Ineos du côté de Bernal ou du côté d'Arensman, qu'on n'ait pas été en mesure de le faire. Parce que Pidcock était pour moi le coureur du top 10 ou du top 15, parce qu'il est 15e au général pour le moment, qui a été le plus en difficulté. Ça se voit également, parce que sur le sprint, il est quand même battu par Ciccone. Or, normalement, il est plus rapide au sprint que Giulio Ciccone, même si Giulio Ciccone a une petite pointe de vitesse, c'est pas la pointe de vitesse normalement de Pidcock. Et ouais, une journée pas exceptionnelle, donc ça m'inquiète un petit peu pour Pidcock. Pour la suite de ce Tour d'Italie, surtout qu'il est encore seulement 15e du général, donc il est à 3,50, c'est-à-dire que là aujourd'hui sur une étape comme celle-là, ça aurait été bien d'être en mesure de suivre Carapaz, mais je pense qu'il avait pas du tout les jambes, voilà, pour aller suivre le tempo de Richard Carapaz. Bon, on regarde les différents classements. Alors vous avez bien vu le classement de l'étape, remporté donc par par Richard Carapaz devant Del Toro, Ciccone, Pidcock. Tous les leaders sont soit dans ce groupe-là, soit dans le groupe à 1,20, donc notamment pour Max Poul ou même pour Luis Mentis. En fait, le seul qui a perdu du temps aujourd'hui, c'est Gaudu, et qui a perdu la course, parce que Gaudu finit avec les sprinters. Dernier sprinter à l'arrivée, Paul Magnier. Du côté du maillot rose, bien Del Toro en tête, qui a repris un petit peu d'avance grâce à cette bonification sur Juan Ayuso. Tiberi 3 devant Simon Yates et Primoz Roglic. Le classement du maillot cyclamen, toujours emmené par Pedersen, mais là aussi, belle opération de Del Toro qui remonte un petit peu au classement. Richard Carapaz, lui, remonte à la 6e place. Du côté du classement de la montagne, Fortunato fait la très bonne opération du jour en prenant des points dans la montée de San Pellegrino, ce qui lui permet déjà d'avoir 102 points d'avance sur Juan Ayuso. Et autant vous dire que là, dans les prochains jours, ça va être assez calme en termes de points. Donc il pourrait sécuriser assez vite ce classement de la montagne. Et je rappelle que le classement de la montagne, ça fait des points au classement UCI. Du côté de la Astana, c'est pas que des primes de course. Il est devant Juan Ayuso, Paul Debel, Tarozzi et Del Toro. Le maillot blanc est toujours emmené par Del Toro devant Ayuso, Tiberi, Pellizzari, Piganzoli et Max Poul. Celui qui fait la mauvaise opération du jour, c'est Mathias Vachek, qui a perdu pas mal de temps aujourd'hui. Et du côté du classement par équipe, c'est la UAE qui domine devant la Bahrain Victorious qui remonte au classement, Lidl Trek et Team Visma. Avec la Ineos Grenadiers, sa Team Visma qui a mis beaucoup de gens dans l'échappée, sauf qu'ils ont été éliminés assez vite de cette échappée de 45 coureurs. Ils étaient 3 à l'avant, donc ça, c'est pas la bonne nouvelle du jour pour la Visma, qui aurait peut-être pu, grâce à cette échappée, faire une belle remontée du côté du classement par équipe. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation de l'étape numéro 12. Allez, ciao ciao du côté d'Amérique Production.